Eh bien, encore merci Juju, parce que c'était super, super précieux. Alors pour conclure cette matinée, mais ouais, on peut Pour conclure cette matinée, on va accueillir Jean Slavinski, qui nous fait vraiment le plaisir d'être là et un petit peu voilà, on a eu du mal à avoir un intervenant disponible, donc merci encore. Jean, il va se présenter mieux que je le ferai. En tout cas, aujourd'hui, il fait partie du pôle performance à l'INSEP, donc tout le pôle qui accompagne les athlètes de haut niveau. Et on souhaitait terminer cette matinée avant d'aller expérimenter avec ces éclairages. Déjà sur ce qu'on a présenté, sur l'évolution, le travail, la réflexion qu'on partage avec vous, et puis comment il va pouvoir peut-être nous enrichir par rapport à ce qu'on essaye ce qu'on expérimente et ce qu'on veut faire progresser. Donc on peut rester là. Il dit quoi, David? On reste là? Bon, bah alors on va peut-être rester là. Alors l'objectif, c'est d'abord que tu te présentes, comme ça vous donner envie de poser plein de questions aussi après. Bon, bonjour, merci de m'accueillir. Donc, je suis nouvellement recruté à l'INSEP ici, donc effectivement sur le pôle performance, sur le laboratoire sport, expertise et performance. Et je viens donc de l'université de Paris-Nanterre, donc du STAPS, et notamment de la filière activité physique adaptée, donc où voilà, je me suis occupé du master pendant 2 ans. Voilà. Donc j'ai un peu, on va dire, cette double casquette, un peu APA et performance. Et donc il me semble, dans tous les débats là, qui ont eu lieu, effectivement, moi je suis un fervent défenseur de l'utilisation de ces méthodologies de travail en intermittent, de renforcement musculaire, tout ce qu'on peut faire chez le sportif de bon et très haut niveau, effectivement chez le patient. Je suis persuadé que si ça marche chez le sportif, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez le patient. Et donc, effectivement, de manière adaptée, mais de manière adaptée dans les exercices, en faisant attention aux problématiques spécifiques de la pathologie. Mais oui, les méthodologies restent les mêmes. Voilà, donc sur ma présentation. Alors on va lancer quelques questions, mais l'objectif c'est surtout que vous puissiez en poser. Jean, il est au contact de ce qui se fait de mieux en entraînement aujourd'hui à haut niveau. Normalement. On a la chance d'être à l'INSEP et on l'a peut-être pas encore assez dit depuis ce matin, mais on est super heureux d'être au cœur de cette belle maison du sport français. Et on remercie toute l'équipe de l'INSEP de nous accueillir. Et je fais un clin d'œil à Nathalie et Gatien et son mari, qui nous accueillent sur l'INSEP. Première question par rapport peut-être aux 2 derniers topos que tu as entendus, à la fois sur l'approche, ce travail de programmation, d'approche coaching globale, et puis les techniques. Est-ce qu'on est sur la bonne route? Est-ce qu'on est un petit peu has-been et qu'aujourd'hui vous faites des trucs complètement différents, ou est-ce qu'on est à peu près à la page? Voilà, déjà ton retour par rapport à ce que tu as entendu. Alors, non, vous n'êtes pas has-been. Je vous rassure. Au contraire, je pense que voilà, c'est plutôt des approches un peu novatrices, d'utiliser ces procédés de renforcement musculaire, développement des capacités musculaires et développement des capacités cardiovasculaires à l'aide d'intervalle training. Donc je pense que la démarche, elle est extrêmement importante. Elle va reposer sur l'évaluation du patient. Enfin, c'est peut-être des portes ouvertes, mais je préfère les enfoncer. L'évaluation du patient, et puis ensuite, une fois qu'on a les résultats au test, on va pouvoir définir nos points forts, nos points faibles. Et puis une fois qu'on a ça, on va aussi partir des objectifs du patient. Je veux remonter chez moi mes courses sans m'arrêter dans mes escaliers. Et donc à partir de là, on va pouvoir avoir cette connaissance de l'activité et dire si on a plus besoin de renforcement musculaire, plus besoin de technique, plus besoin de proprioception, plus besoin de développement des capacités cardiovasculaires, et on va établir une programmation. Voilà, ça me semble extrêmement important. Peut-être ça n'a pas été... on l'a effleuré un petit peu. Ça, c'est peut-être des choses qui, effectivement, l'activité physique dans le domaine pour la réhabilitation du patient, c'est assez nouveau. Enfin, ça a une quinzaine d'années. Avant, on mettait les gens au repos. Maintenant, on les fait travailler. On se dit, tiens, ça leur fait du bien. Oui, ça fait, chez les sportifs, ça fait quand même pas mal de temps qu'on le sait, puis vous le savez tous. Donc,
on met le patient en activité, donc on commence à utiliser méthodologie, donc l'intervalle training, le court, le long, il y a toutes ces méthodologies qui sont bien décrites, hein, depuis les années 80, on sait faire, donc là c'est la bonne voie. Et après il y a la gestion de la charge, c'est-à-dire comment on va planifier, programmer pour l'amener à son maximum à la fin, une fois que vous avez fini la prise en charge, comment on l'amène à ce niveau-là. Donc ça c'est peut-être la voie sur laquelle peut-être on peut aller chercher un petit peu mieux. Alors il y a sur la charge, la gestion de cette charge d'entraînement. Je vais attendre les questions, sinon je vais développer. Et puis donc ensuite l'évaluation post pour savoir qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'il y a eu du progrès ou pas. Et effectivement, dans le dernier témoignage, on peut évaluer. Il faut savoir qu'est-ce qu'on évalue, parce qu'il y a des fois il y a des paramètres, on les évalue, ça ne varie pas. Mais pour autant, ça ne veut pas dire, le VEMS, hein, on l'a évalué, il n'a pas progressé, mais pourtant on sent mieux. Donc ça veut dire que peut-être que le VEMS, ce n'est pas le facteur de performance. Voilà. La petite chose, oui, moi, dans mon idée, l'objectif du patient, on avait des exemples là tout à l'heure, je sais pas, être prêt pour mon mariage, faire le 10 km ou aller faire mes courses. Pour moi, c'est la performance du patient. Voilà. On ne prépare pas les jeux, mais on prépare le patient à sa performance. Et si on envisage des choses comme ça, après, on peut aller chercher tout ce qu'on veut dans le domaine du sport et de l'activité physique, enfin, en tout cas du sport, pour le coup. Oui. Moi, j'ai une question qui allie à la fois l'APA et l'entraînement. On parle en réhabilitation, ça a été démontré qu'il faut un minimum de 3 fois tant de minutes par semaine. Sauf que nos patients, ils ont leur vie. Alors quand ils sont en SSR, ils vont faire plus parce que c'est aménagé, parce qu'ils ont tout le temps pour. Comment dans la vie quotidienne, ce qui n'est pas le cas des sportifs de haut niveau parce qu'ils sont destinés à faire que ça dans leur journée. Non, comment dans une vie quotidienne d'un patient, quel est le minimum requis? Parce que chez l'enfant, on peut leur faire qu'une fois par semaine et il va y avoir des progrès parce que l'enfant bouge naturellement. Chez l'adulte, est-ce qu'il y a des minimums ou pas, à la fois sur l'intervalle training, à la fois sur le long? Est-ce qu'il y a des notions de minimum sur l'entraînement? Je pense qu'on va rejoindre une question qui est parue très importante sur la notion de motivation, parce que la difficulté, c'est d'amener le patient à faire de l'activité. Donc c'est comment on s'y prend pour l'amener. Donc effectivement, ça peut être un discours qu'on dit, nous on va utiliser les techniques du sport de haut niveau, du sport de haut niveau, du sport, c'est pas que chez le haut niveau, hein, quand on est dans un club d'athlètes, qu'on est en minime benjamin ou qu'on va faire le championnat départemental, on utilise ces mêmes techniques. Hein. Donc ça peut faire peur, dire non, moi je suis pas sportif de haut niveau, je peux pas m'entraîner, j'ai pas le temps, etc. Alors effectivement, il faut peut-être, je pense, temporiser le discours. Pour moi, à partir du moment où le patient il est dans une démarche d'activité, déjà on a gagné. C'est-à-dire que il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire qu'il fait, je vais être peut-être, j'en sais rien, mais il va faire 10 minutes d'activité par semaine, c'est mieux que 0. Alors, ça ne sera peut-être pas suffisant pour développer quoi que ce soit, mais c'est un début. Donc, il ne faut pas fixer, si la personne, elle ne peut faire qu'une demi-heure, dans une demi-heure, on peut en faire des choses. On peut faire un échauffement, un peu de renforcement musculaire, hein, les tests, la chaise, etc. On peut faire un peu de marche, et on met la personne dans une activité, dans une démarche. Donc après, les études, hein, par exemple, je cite souvent ça aux étudiants, les premières études qui sont intéressées à la physiologie de l'exercice pour voir l'augmentation de la fameuse consommation maximale d'oxygène, c'est chez des sédentaires, des gens qui avaient des VO2 de 30, si ça parle à certains d'entre vous, 30 minutes kilo. Les gens, ils faisaient une demi-heure de vélo par semaine ou 1 heure de vélo par semaine, ils progressaient. Parce que quand on est tellement déconditionné, il suffit d'en faire un peu et on progresse. Donc, évidemment, plus on arrive à en faire, mieux c'est, plus ça va vite. Mais si vous avez peu de temps, si c'est bien calibré, si c'est bien programmé, vous allez d'abord être plus efficace et la personne va progresser un peu plus. Elle progressera forcément. C'est mon sentiment en tout cas. Je travaille pas en SSR ou c'est pas mon expérience, mais
mon sentiment, enfin je l'ai vu quand même sur certains patients, ça reste une conviction, oui. Je vais prendre la parole. Voilà, moi, c'est une question qui est plutôt à l'inverse. On a par exemple des patients qui ne font aucune activité physique, qu'on envoie en réhabilitation, et voilà, on leur propose des fois des programmes assez chargés. Est-ce que de passer de 0 activité à, on va dire, 3 heures d'activité par jour pendant... Est-ce qu'il y a un risque de fatigue? Est-ce que justement on ne doit pas tempérer un peu ces premières semaines de prise en charge? La question, elle ne se pose pas que pour le patient, elle se pose pour nous. Quand on sort je sais pas moi, peut-être, enfin parmi vous, vous faites de l'activité, vous en faites pas, mais pour ceux qui en font pas, si tout d'un coup on vous dit la semaine prochaine vous allez faire 3 heures d'activité par jour, vous allez ressortir déjà d'avoir les courbatures partout, et puis vous allez dire non mais c'est bon, là, on arrête. Donc effectivement, ça renvoie à ce que je disais, c'est à la question de programmation, de planification, de quantification de la charge. Il faut être capable de savoir quelle charge on met, voilà, parce qu'on peut faire 3 heures, et dans les 3 heures, en fait, il peut y avoir un peu de travail et beaucoup de récup. Donc il faut savoir comment on quantifie cette charge, et cette charge, on a des modèles de progression où on augmente progressivement la charge jusqu'à un pic, on va aller sur de la surcharge, et après on va faire de la récupération. Mais il faut modéliser cette charge. Donc la charge, tout simplement, ça va être... la charge, globalement, c'est la durée de la séance multipliée par son intensité. Donc il faut être capable, voilà, dans l'idéal, si on fait du travail sur vélo, en fractionné, on va quantifier le pourcentage en fonction de la puissance maximale aérobie, où on va donner une puissance en watts. Cette puissance en watts, c'est une charge. Et donc, c'est la charge fois la durée. Voilà, plus la durée augmente, plus la puissance doit diminuer. Et on reste sur charge constante. Et donc, ça doit être géré comme ça. Enfin, on a des modèles. On pourrait les faire un cours entier, évidemment, mais il y a des modèles. Donc, là-dessus, c'est ça qu'il faut gérer. Effectivement, on ne commence pas comme ça. Bien sûr, on ne peut pas commencer avec 3 heures d'activité très intense dès le départ. Sinon, mais dans les services, ils doivent forcément intuitivement le gérer, je pense. Je reviens sur la programmation, mais ça répond aussi un peu à ta question. Finalement, comment on fait pour programmer? Là, on a parlé de technique, mais comment on les programme dans le temps, ces techniques? Alors, je me fais la porte-parole de toutes les APA qui interviennent un peu à domicile et qui nous amènent ce retour d'expérience. Notre démarche, en termes d'objectifs, normalement, en programmation de sport de bon niveau, de haut niveau, on se programme sur une date. On programme des échéances et on met en place un rétro-planning d'entraînement pour une échéance. Que ce soit en cardio, en muscu, on a tout un tas de types d'entraînement qui nous amènent à être au pic de forme au jour J. C'est le but de l'entraînement normalement. Là, finalement, si on transfère à notre environnement avec la muco, finalement, notre objectif, c'est celui qu'on se donne, c'est qu'à la sortie de la prise en charge, et Justine l'a très très bien illustré, l'objectif, c'est d'avoir mis en place le programme qui va ressembler au programme du quotidien pour la suite. Ça, c'est un vrai objectif. Justine, aujourd'hui, elle s'est approprié 3 séances par semaine qu'elle fait en mixte. C'est-à-dire que la plupart du temps, elle va mixer du cardio en intermittent et du circuit training. Elle s'est approprié la fin de son programme et c'est ce qu'on aimerait qu'elle stabilise. Et après, en fonction d'objectifs, en fonction de variations de son état de santé, elle peut avoir des réadaptations avec Mélanie, avec sa coach qui la suit, parce qu'elle veut faire les 10 km, ou parce qu'elle a une cure, un moment de fatigue, et on va réadapter. Mais nous, on n'est pas sur un programme de date, mais à mon sens, l'objectif final, c'est de créer une programmation qui amène à finir la prise en charge par le programme qui va rester, celui qu'on va stabiliser. Et après, quand on est sur 3 mois, en tout cas, sur 3 semaines, c'est très intense et c'est différent, mais sur 3 mois, on se fixe souvent 2 phases. La première de 6 semaines, c'est vraiment celle où on remet en forme. C'est la reprise. C'est vraiment la reprise. Et c'est le temps qu'il faut, 6 semaines, mais vous le mesurez pour vous aussi, c'est le temps qu'il faut finalement pour que les effets, entre 4 et 6 semaines, soient commencés à être ressentis par le patient. À condition, en programmation, que dans la semaine, il y ait au moins 2 séances. Et si on parle programmation, il va falloir essayer d'amener le patient à assez vite reproduire la 2e séance qui est faite en présentiel.
la même ou une autre, en tout cas une qui a été éprouvée en présentiel et où il est capable. Je pense que Justine, assez vite, tu faisais une deuxième, parfois une troisième quand tu pouvais, séance seule. Mélanie la voyait une fois par semaine, je prends un exemple concret parce que je suis là, mais donc il y a un objectif semaine de régularité de minimum, pour répondre à Déborah, qui est quand même de 2 séances, si possible. Mais parfois, on sait qu'il n'y aura qu'une séance avec l'APA et qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est mieux que rien. Moi, je pense que ça Voilà. reste mieux que rien. Chez des patients très déconditionnés. C'est vrai que chez les sportifs, on conseille 3 séances. Bien sûr. Chez le patient qui est très déconditionné, j'ai pas vu d'études là-dessus. J'ai pas vu d'études. Pour avoir cette... Même chez les sportifs, hein, enfin, je reste sur la quantité. Je pense qu'il faut... par rapport à un aspect motivationnel, hein, et la question est super intéressante, il faut pas effrayer la personne en lui disant voilà, si tu fais pas, parce que les gens ils vont se dire si tu fais pas 3 séances par semaine, tu progresseras pas. Bon, ok, j'arrête, c'est même pas la peine. Donc il faut l'accrocher, parce qu'après, une fois qu'on accroche, il y a toujours un mieux, il y a toujours une sensation de mieux, même si c'est avec une séance. Pour quelqu'un qui fait pas d'activité. Parce que quelqu'un qui fait une activité de base, c'est pas difficile, on va lui dire bon, il faut que tu fasses 2 séances, il revient, il va les faire, c'est pas un souci. Mais quelqu'un qui fait pas d'activité au départ, déjà une séance, il va sentir un petit mieux, et petit à petit, on va planter la graine et ça va pousser. Et si avec l'accompagnement si on l'accompagne, parce que c'est ça aussi, il faut être là, il faut lui dire bon, ok, aujourd'hui t'es pas venu, qu'est-ce que t'as fait? Là, petit à petit, il va venir, et puis il y aura le groupe, et puis il aura envie, et puis il va passer à 2 séances, et puis tout, petit à petit, mais ça va prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps. Alors c'est l'intérêt de pouvoir suivre 3 à 6 mois à domicile, c'est de donner ce temps à cette première phase qui peut être très 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 lente, et dans les formats de séance, et dans les rythmes semaines. Mais au bout normalement de 6 semaines, et c'est ce qu'on constate, je pense que Mélanie ou Amélie et Joanne seront d'accord, pour ceux qui le font le plus aujourd'hui, on passe un palier. En général, on passe un premier palier, et après ce premier palier, on peut commencer, c'est ce qu'on fait, à coller un peu plus à notre objectif final, c'est-à-dire le type, on va dire, de séance d'entraînement qu'on aimerait que le patient garde, et surtout, est-ce qu'on a atteint, si c'est l'objectif, c'est de retourner dans une salle de sport, il faut qu'à la fin, on y arrive. Donc, on se met dans la phase objectif. Ou si l'objectif, c'est d'être prêt pour le mariage, il faut être prêt pour le mariage. Si au mariage, il faut danser une certaine danse, on a fait des programmes où je ne sais plus qui c'était là-bas, qui préparaient à la chorégraphie du mariage. Parce que c'était l'objectif à la fin des 3 mois. Mais c'est tellement important dans la vraie vie que la motivation, elle est immédiate. Justine, elle avait sa fille tous les jours. C'est sûr que les progrès qu'elle a vus dans sa vie avec sa fille, ils étaient probants. Donc les points d'accroche, ils sont importants. Et en général, on essaye à peu près, nous, de découper en 2 phases. Je schématise un peu, mais voilà, une phase de reprise et puis une phase où on est vraiment sur l'objectif final. Voilà. Oui, en termes de programmation, si on devait parler programmation. Oui. Après, non, mais sur la programmation, après, c'est sûr qu'il y a une phase de... Bon, après, il y a la phase de reprise qui va durer effectivement 6 semaines, c'est bien chez quelqu'un qui vient de rien. 6 semaines, ça lui permet de dépasser déjà la fatigue que ça crée, parce que les premières séances, ça crée beaucoup de fatigue. Donc la seule chose qu'on a envie, c'est de ne pas y aller. Et après, une fois qu'on a passé ce cap-là, on commence à prendre, je pense, un petit peu de plaisir. Mais ça peut être plus court chez des gens qui ont déjà un passé sportif. Quand la reprise peut varier. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des questions peut-être par rapport à ces aspects-là? Alors, une deuxième question, Jean, au regard de tout ce que tu vois dans les évolutions des techniques d'entraînement, dans les approches, et aussi les approches de réathlétisation, donc de retour post-blessure, qui ont beaucoup évolué quand même ces dernières années dans le sport de haut niveau. Il y a eu pas mal d'évolutions. Qu'est-ce que tu nous soufflerais ? Si tu devais venir nous coacher maintenant dans notre travail, qu'est-ce que tu nous conseillerais, qu'est-ce que tu nous soufflerais, ou sur quoi tu pourrais nous éclairer qui est peut-être nouveau ou qui évolue dans votre approche du haut niveau et qu'on pourrait s'approprier pour l'avenir? Alors, je vais reprendre toujours mes bases, hein, parce que après ça reste sur... ce qui est important, c'est de faire un bon bilan de la personne, c'est de savoir exactement quels sont ses manques, passer par les bons tests. On en a vu quelques-uns ici, il y en a d'autres. Et après, sur l'approche de la réathlétisation ou de la reprise de la condition physique, pour moi, il y a trois grands secteurs. Hein. Il y a le secteur, alors en fait 4.
Il y a le secteur de tout ce qui est gestion de l'alimentation. Parce que voilà, c'est par l'alimentation, il faut arriver à faire, enfin, j'aime pas utiliser ce terme, donc je vais essayer de pas l'utiliser, mais donc il y a une gestion de la diététique de la personne, parce que voilà, ça va lui faciliter la vie, en fait. Voilà. S'il est plus musclé et s'il a moins de masse grasse, parlons simplement. Ensuite, il y a le développement des capacités musculaires. Donc voilà, il faut avoir un aspect, une évaluation des capacités musculaires et donc ce développement des capacités musculaires sur le circuit training. D'accord. Donc l'idéal, c'est d'avoir sur chaque atelier de connaître le max de la personne. Donc sur cette évaluation. Donc il faut essayer d'être le plus précis possible. Donc quand on va faire, je ne sais pas moi, du développé couché ou du leg extension, il faut avoir une idée à peu près de combien la personne est capable de soulever au max. Alors, c'est pas utile de faire un test dès le départ parce que c'est compliqué, la personne ne sait pas faire, elle n'est pas musclée, donc il faut au moins l'identifier. Se dire, bon voilà, alors au pire, on en parlait l'autre jour, au pire, ben voilà, bon monsieur, moi j'imagine qu'à 7 kg, là, en leg extension, vous êtes pas mal. Après, ça s'affinera. À partir de ces 7 kg, on va pouvoir dire, bon, mais son max, c'est 7 kg. Donc, je vais calibrer en pourcentage. Donc, dans la reprise, sur mes semaines, je suis à 50% de ces 7 kg, de ma 1 RM. Et si son copain à côté, bah, lui, c'est pas 7, mais c'est 10, bah, ce sera quand même 50%. Donc, il y en a un qui va travailler à 3,5 et l'autre qui va travailler à 5 kg. Et puis, ça va s'affiner petit à petit. Hein. Donc, il faut évaluer ça. Ensuite, la deuxième grande famille, c'est tout ce qui est cardiovasculaire. Donc là, c'est l'intermittent, l'intervalle training. Donc là, c'est pareil, on va calibrer en pourcentage de PMA, dans l'idéal, si on fait ça sur vélo, donc on va avoir une idée du max aérobie de la personne, ou alors, comme vous le faites, sur de la marche. À partir du test de marche de 6 minutes, on a une vitesse moyenne, et puis on va travailler en intermittent, un peu vite, un peu lent, un peu vite, un peu lent, et petit à petit, on va calibrer ça et on va pouvoir organiser notre évolution de travail. Bon, ben là, je fais que du long et du lent, et puis après, je vais mettre un peu d'intermittent, etc., etc. Et donc, je planifie. Et ensuite, la troisième partie, c'est tout ce qui va être amené à développer en fait un petit peu la technique de la personne et un peu, on parlait de la proprioception. Donc, sur cette partie où la personne doit ressentir son corps, on doit faire des exercices d'équilibre, de proprio, ça, c'est hyper important. Pour que dans ses activités quotidiennes, il puisse améliorer ça, quelque part, moi je le relie à la technique. Hein. Alors c'est peut-être, je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais je le relie un petit peu à la technique. Alors souvent, je prends l'exemple du coureur de haie, d'accord, parce que c'est assez, voilà, le coureur de haie, il faut qu'il soit explosif. Bon, il faut qu'il soit un petit peu endurant pour subir les séances, et puis il faut qu'il soit technique. Et sa performance, c'est un mélange des trois. Ben, chez le patient, c'est un peu pareil. Hein, il faut qu'il soit endurant, il faut qu'il ait des capacités musculaires et il faut qu'il ait de la technique. Si on prend par exemple, c'est un exemple, mais si on prend les hémiplégiques, ben, si vous voulez améliorer la distance de marche sur 6 minutes, c'est-à-dire sa capacité fonctionnelle, ben, il faut améliorer sa marche. Donc on peut jouer sur le cardiovasculaire, on peut jouer sur le côté musculaire, mais s'il a des problèmes techniques, de toute façon, il sera coincé à un moment donné. Voilà. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, du sportif, du hurdler, jusqu'à notre cas de la mucoviscidose. Et ça, la proprioception, elle peut avoir elle a forcément, parce qu'on va travailler les muscles posturaux, on va avoir une sensation sur la pose du pied, etc. Aussi c'est hyper important. Il introduit la suite, c'est parfait. C'est vrai vous verrez, on insistera cet après-midi et on voulait avoir un peu plus de temps, mais c'est pas très grave pour en parler. Mais c'est quelque chose que vous avez aperçu dans les exemples de circuit training, c'est d'intégrer la proprioception. C'est de plus considérer la proprioception comme quelque chose qui est à côté, qu'on fait quand on n'a vraiment pas d'équilibre ou qu'on est très déconditionné ou qu'on fait parce qu'on revient d'une blessure ou d'une période d'alitement, mais plutôt comme quelque chose qui est intrinsèquement maintenant dans vos formats de prise en charge. Et c'est une évolution quand même du sport de haut niveau. Alors dans le mien qui est le ski, c'est une énorme évolution. Je voulais vous montrer une vidéo, mais je n'ai pas réussi à la télécharger. Mais aujourd'hui, si vous avez l'occasion de voir des vidéos d'entraînement de skieurs ou d'autres sports qui sont très liés aux aspects proprioceptifs, il y a presque plus de séances qui se font sans des exercices de proprioception intégrés.
Peut-être qu'on arrivera à vous la montrer avant la fin de la journée, ou tout à l'heure sur ordinateur, mais c'est assez incroyable sur ces 10 dernières années comment ces exercices se sont intégrés à des intervalles training, parce qu'à haut niveau on travaille plutôt en intervalle training qu'en intermittent court, même si on fait de l'intermittent court, à des circuits training, et en tout cas à presque toutes les séances. Finalement c'est ça l'évolution, c'est à presque toutes les séances, dans presque toutes on met de la proprio. Que ce soit dans la séance, à la fin de la séance, dans l'échauffement. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble hyper important, qu'on essaye, nous, d'intégrer dans les programmes à domicile, parce qu'on a aussi le temps. Et c'est assez facile de rendre autonome le patient sur la proprio. Et pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui peut reproduire hors séance, c'est des petites séquences de proprio. Et là, les gains sont hyper importants, et notamment au niveau de la confiance. Parce que ce qu'on gagne avec la proprioception, c'est aussi la technique, mais c'est aussi la confiance. Et parfois, c'est vraiment un facteur pour décoller dans un programme. Oui, ça va être lié, puisque de toute façon, on va être plus sûr de ses mouvements, plus sûr de ses gestes. Donc effectivement, c'est lié, la confiance. Et voilà, ça s'alimente, les deux. Donc après, oui, la proprioception, je pense que dans le monde sportif, on a découvert plus ou moins, certaines pratiques les connaissaient, mais tout le rôle fondamental des muscles posturaux. C'est-à-dire souvent on s'est centré sur le mouvement. Donc oui, le muscle moteur, c'est le quadriceps, c'est le triceps, voilà, c'est le pectoral. Mais en fait, ces mouvements ne peuvent avoir une action, on ne peut être efficace en appui au sol que si le reste de la chaîne musculaire est solide. Et cette chaîne musculaire, elle n'est solide que parce qu'on a des muscles posturaux qui sont solides et peu fatigables. Et je me rappelle d'une discussion il y a quelques années avec un professeur émérite à la Salpêtrière de Bouissé, pour ceux qui le connaissent, donc qui a quand même pas mal œuvré dans la physiologie française. Et il nous expliquait qu'en fait, souvent la fatigue, ils avaient montré que la fatigue était liée aux muscles posturaux et pas au reste. Et qu'en fait, la dégradation de la performance sur des épreuves, c'était les muscles posturaux. Donc c'était ça il y a 10 ans, lui il l'avait fait il y a 30 ans, mais donc on le redécouvre, et effectivement on intègre ces exercices, parce qu'après on s'aperçoit aussi, après sur le haut niveau, qu'il y a des problématiques de posture, et donc après si on renforce sur quelqu'un qui n'est pas bien aligné, derrière on a des blessures. Parce qu'on va entraîner quelqu'un qui n'a pas un bassin bien placé, qui n'est pas droit, qui est alors équilibré. Après, c'est un vaste sujet, un vaste débat, mais il n'en reste pas moins que si on renforce sur des choses où on n'a pas quelque chose en posture qui est clean, après il faut définir ce que c'est qui est clean, ça c'est plus compliqué, on va induire des blessures. Alors je pense que dans notre cas, vous n'en êtes pas encore là, mais il n'en reste pas moins que oui, cette posture, c'est hyper important. Et donc ça passe par la proprio. Et c'est essentiel dans les bilans. Vous avez vu que dans le bilan que propose Mélanie, il y a un test simple de proprio. Et après, il y a 1000 manières de le mettre en forme et de le mettre en œuvre dans les séances. Et on fera quelques exemples cet après-midi. Mais voilà, c'était un message aussi dont on voulait parler pour vous le transmettre. Mais la proprioception, c'est une partie de l'entraînement. Voilà, tout simplement. C'est une vraie partie intégrante de l'entraînement, et je pense qu'il faut nourrir les programmes, quels qu'ils soient, de proprioception au maximum, et dès le début, même avec des patients extrêmement déconditionnés, on peut faire des choses toutes simples, et justement, ils vont voir des progrès hyper vite. Voilà. Et si on ne le fait pas, peut-être qu'on renforce, comme tu dis, sur quelque chose qui est un petit peu trop fragile, ou en tout cas qui n'est pas assez fort sur la base posturale. Sur une séance... Sur des séances, on peut tout avoir. C'est-à-dire que sur une même séance, on peut faire proprio, intervalle training, et ensuite développement des capacités cardiovasculaires. Moi, je vois, après, sur les séances par expérience personnelle, j'oriente moi de plus en plus les séances que je peux faire sur une séance qui va durer 1 heure, parce que je n'ai pas le temps de faire beaucoup plus. Je vais peut-être consacrer 40 minutes alors nous c'est plutôt l'athlé, mais c'est les gammes, le positionnement du pied, des exercices défente, etc. Donc où on va travailler, alors, on n'est pas sur du matériel, mais on a quand même une notion de proprioception dans la réalisation du geste, où on a une conscience de ce qu'on fait. On demande d'avoir une conscience de comment on pose le pied, où est-ce qu'on le pose, comment on fait l'exercice. Ça c'est extrêmement important, même dans le développement, même dans la musculation. Comment on réalise le geste. Donc ça c'est cette connaissance-là qui est extrêmement importante. Je vais y passer presque 40 minutes. Et les 20 minutes qui restent,
ça va être un peu d'aérobie ou de cardiovasculaire. Et ça m'a permis, en s'entraînant régulièrement, mais ça a permis vraiment de reprendre des niveaux de performance que je n'avais pas eu depuis longtemps. Ça va être une bonne conclusion. Il y aura des questions. Juste la conscience dans la réalisation, c'est ce qu'on fera cet après-midi. On vous demandera d'être hyper concentré, mais on va vous faire manger avant quand même. Effectivement, c'est hyper important. C'est pour ça que mon ancien directeur de laboratoire qui avait pas mal travaillé sur toutes les problématiques de renforcement musculaire, parce qu'en renforcement musculaire, c'est très important de savoir comment on fait un développé couché, quand vous faites un squat ou même de la presse, savoir où on place les segments, parce que si vous les placez mal, vous ne développez pas correctement, ou vous faites mal, donc il ne supportait pas dans les salles de muscu où il y a de la musique. Pour lui, c'était une ineptie totale. Parce qu'en fait, on ne peut pas être concentré quand on écoute de la musique à fond. En fait. C'était un exemple. Non, j'avais juste une réflexion et une question. La proprioception, c'est quelque chose qui est pas si vieux que ça. La proprioception, parce qu'elle était mal acceptée dans certains sports, notamment les sports collectifs, où les gens, pour leur inculquer ce qu'était la proprioception et les bienfaits de la proprioception, c'était hyper compliqué, à tel point que moi j'ai fonctionné avec ça au basket et je me faisais insulter parce qu'on faisait des séances évidemment à l'échauffement de proprio, à la sortie. Et il y a le côté renforcement musculaire, mais il y a aussi le côté blessure, où il y a beaucoup moins de blessures, et si blessure il y a, elle était minimisée par rapport à des gens qui ne faisaient pas du tout de proprioception sur du sport avec 2 entraînements par jour, etc. Vraiment du sport de haut niveau. Et ça, j'en suis convaincu. Et la deuxième chose que je voulais vous demander, pour ramener un peu au muco, il y a le côté entraînement, il y a le côté tout ce que vous faites. Et franchement, ce que j'écoute depuis ce matin, c'est génial. Mais quelle est la place à la récup ? C'est-à-dire que si on part d'un sportif de haut niveau, il y a l'entraînement, certes, il y a le savoir-faire technique, tactique, mais il y a la récup. Et vous l'avez un petit peu abordé, Jean, hein, c'est ça votre prénom, avec l'alimentation qui est hyper importante, le sommeil, toute cette récupération qui fait partie aussi de l'entraînement. Et je voulais savoir, avec vous ici, les APA, comment vous perceviez les choses, parce qu'il ne suffit pas de faire un entraînement, mais il faut aussi s'intéresser à l'hygiène de vie du patient. Et beaucoup plus qu'un sportif de haut niveau, je dirais, parce qu'ils ont la muco, et c'est encore plus compliqué. Et je voulais savoir quelle place on pouvait mettre, peut-être que vous pouvez dire aussi quelque chose là-dessus, Jean, mais au niveau des APA, comment vous abordez les choses, quand vous discutez avec vos gens à qui vous faites faire du sport, comment est-ce que vous discutez sur comment ils vivent, sur ce qu'ils mangent, comment ils dorment, parce qu'il me semble que c'est hyper important aussi dans la généralité des entraînements qu'on peut faire. Effectivement, oui, merci pour la question. C'est effectivement quelque chose dont on n'a pas parlé parce que souvent, en fait, la récupération, récupérer, c'est s'entraîner. En fait, la récupération fait partie de l'entraînement. Donc, je veux dire, quand la récupération, elle va de l'intervalle training. Quand on fait du 15-30, on fait 15 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Donc, comment on gère la récupération à l'intérieur des 30 secondes ? Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle est passive? À quel pourcentage? Etc. Ça fait partie intégrale de l'entraînement. Donc, en fait, dans ce type d'effort, on ne devrait pas appeler ça récupération, on devrait appeler ça contre-effort. Bon, combien de fois j'ai dit, voilà, là c'est la récup, mais la récup, on l'a faite à 50% de VMA. Donc les gens ouvrent des grands yeux, disent, ah bon, c'est pas passif la récup? Non, on travaille en récup. Donc, c'était un exemple. Après, effectivement, au-delà de ça, il y a la récupération entre les séances, combien de temps on prend, etc. Puis tous les protocoles de récupération, alors le froid, le sommeil. Alors moi, je suis moins spécialiste j'ai des collègues qui sont plus spécialistes. Mais chez le sportif de haut niveau, pour le coup, là, c'est extrêmement bien géré. Enfin, bien géré. Enfin, en tout cas, on a assez étudié, on a des connaissances et on essaie. On essaie des protocoles, voilà, et ça fait partie, voilà, on sait que, par exemple, le principe de surcompensation, on va charger l'entraînement pour fatiguer la personne, puis ensuite on sait que quand il va récupérer, il va repasser au-dessus, il va pouvoir aller plus haut dans ses performances. Donc ça, on l'a jamais vraiment bien expliqué scientifiquement, mais mais tout le monde le fait. Enfin, je veux dire, sur une compétition, une semaine, alors c'est très variable entre les individus, ça peut être une semaine pour certains, ça peut être un mois pour d'autres, ça c'est la cuisine de l'entraîneur. Il va mettre des séances de mammouth et puis peut-être qu'il va être complètement défoncé
Et puis après, une semaine ou 2 semaines après, ça remonte, il a un pic de forme et là, il pète tout. Et si on a bien géré ça, on est un super coach parce que l'athlète, il est au top le jour J. Chez le patient, à ma connaissance, il n'y a rien. Et donc, on ne sait pas. Et pourtant, vous avez raison, c'est central, surtout chez des patients qui se fatiguent plus vite, qui ont des problématiques. Moi, je travaille chez ESSEP. Le gros problème, c'est la fatigue. Et personne ne parle de récupération. On ne sait pas, en fait. Donc, les gens disent « Ah, ouais, t'as l'air fatigué, bon, on va en faire un peu moins. » Moi, perso, j'ai pas d'expérience là-dedans. Alors peut-être que vous, dans la salle, vous avez des... Excuse-moi, Marianne. La question se pose actuellement parce que on a de plus en plus d'adultes maintenant au niveau de la muco, et tant mieux. Ils arrivent dans une vie professionnelle, pour la plupart d'entre eux. Et ce qui est important, c'est effectivement cette vie professionnelle qu'ils doivent vivre à fond, de manière à être performants à 100%. Il faut qu'ils puissent s'entraîner s'ils peuvent, parce que tous les mucos n'acceptent pas de faire du sport, évidemment, hélas. Mais il y a toute cette récup qui est hyper importante pour exercer leur métier correctement. Et ça, c'est des questions, c'est tout un global en fait. Tout ce que l'on parle ici depuis ce matin, faut tout emmagasiner. C'est une question, excuse-moi, c'est une question qui est extrêmement intéressante, Pierre, merci. Et juste parce que vous avez faim et on va enchaîner pour amener la réponse, mais 2 éclairages par rapport à ce qui a été dit ce matin. Une des premières réponses, c'est la programmation, le travail sur le semainier, parce qu'effectivement, il faut aider à mettre en place des temps de repos. Et le repos fait partie de l'entraînement. Sans repos, pas de surcompensation. On peut s'entraîner, si on se repose jamais, on surcompense jamais, on s'épuise. Oui, c'est le surentraînement. C'est le surentraînement. Donc il faut intégrer dans l'accompagnement du patient le repos. Dans notre travail de semainier, ça fait vraiment partie. Quand est-ce que tu te reposes? Comment tu manges, comment tu dors, tout. Mais aussi quand est-ce que tu te reposes, quel espace tu mets entre tes séances. Et en tenant compte de la vie quotidienne. C'est la question de la charge. Parce que effectivement, si tu te reposes, mais que tu es parti à pied ou à ton boulot et que tu as fait en fait c'est beaucoup plus dur que ta séance, en fait, tu ne te reposes pas. Non, exactement. Donc ça, c'est le travail de programmation, de semainier. Et puis la deuxième chose, et on va vous en parler cet après-midi, on vous a parlé des intermittents courts. En fait, dans le sport de haut niveau, ces intermittents courts, tu me diras si je dis des bêtises, mais ils sont utilisés dans 2 grandes familles d'entraînement. La récup active, beaucoup, et le développement. Mais ils sont surtout, finalement, utilisés en récup active. Et quand on est sportif, on passe des après-journées d'entraînement à faire... On va s'entraîner, par exemple sur un sport spécifique, de l'athlé ou du ski ou autre chose, et puis derrière, on refait une séance de récup active. Et ce que nous, on essaye de transmettre aux patients, c'est que c'est hyper intéressant quand ils font cet apprentissage des intermittents, de savoir s'en servir en entraînement, mais aussi de savoir le faire à intensité plus faible, les mêmes temps de travail, mais à intensité plus faible, en récup, et en récup active. Parce que finalement, et ça marche pour nous tous, si on fait de la récup active, on récupère beaucoup plus que quand on ne fait rien. Et la fatigue dont tu parles, la fatigue qui est liée à la maladie, qui est liée aussi au fait d'essayer de vivre en ayant ces contraintes, c'est hyper intéressant de leur apprendre à bouger un petit peu pour récupérer et être moins fatigués. Et les intermittents courts, c'est un excellent moyen, c'est celui qui est utilisé par tous les athlètes de haut niveau pour récupérer. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, vraiment. Et c'est le même exercice, juste réalisé à une intensité différente. Je sais pas, j'ai fait des bêtises, alors ça va. En tout cas, tu vas peut-être pouvoir rester encore un tout petit peu avec nous pour grignoter un bout. Et si vous avez des questions, profitez-en. On a un expert et Thierry qui travaille avec toi sur cette unité performance nous a proposé de nous accompagner dans notre travail dans le futur. Okay. Donc merci encore et puis on pourra tous bénéficier de ce qui se fait de mieux. On va vous laisser déjeuner. On a pris vachement de retard. Donc, bon déjeuner et on va vous proposer d'être prêts pour partir rejoindre les installations sportives d'ici 40 minutes, vers moins le quart, ce qui vous laisse le temps de grignoter, de vous mettre en tenue de sport, de bien vous hydrater, parce qu'après les coachs vous ont réservé 2-3 choses sympas. Merci encore.